Bonjour à tous, ici Thomas Moody et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel, apprendre à aimer l'imperfection. Trop souvent on pense que la technique est la finalité, que la perfection est le but ultime. On passe des heures à ajuster, affiner, calibrer, dans l'espoir d'obtenir une image immaculée et une composition sans faille. Regardez ce qui est mis en avant sur Instagram, Flickr ou 500px, des images impeccables, sans défaut, qui remontent en tête des algorithmes parce qu'elles correspondent à une norme esthétique attendue. C'est aussi ce que nous vendent les marques d'appareils photo. Toujours plus de définition, des couleurs plus fidèles, des objectifs sans aucune aberration. Mais tout cela nous pousse-t-il vraiment à créer quelque chose de personnel? L'image parfaite ne dit souvent rien de plus que sa maîtrise technique. Elle impressionne, mais touche rarement. Ou alors, comme qui dirait, elle en touche une sans bouger l'autre. Et c'est justement en acceptant les accidents, les ratages, en laissant une petite part d'inattendu dans le processus que l'on parvient à capturer ce qui a du sens. Mais est-ce vraiment l'objectif? Regardez autour de vous. Ce qui nous touche, ce qui nous fait sourire ou nous émeut, ce ne sont pas les choses parfaitement maîtrisées, mais les moments désordonnés, ceux qui respirent le réel. Quand je photographie ma fille, ce ne sont pas les instants où tout est parfaitement en place qui me marquent, mais bien ceux où elle mange avec les doigts, où elle fait une grimace improbable et où le désordre raconte quelque chose du vivant, et même de vivant. Et même en photographie, vous devez le sentir, l'imperfection a un charme unique. On voit un culte à l'argentique en ce moment, à ses couleurs particulières, au rendu caractéristique de certains films. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai revendu mon stock de films là, il y a quelques semaines, plus cher que ce que je l'avais acheté il y a quelques années. Comme quoi, c'est vraiment la tendance. Bref, reprenons. Et l'argentique, ce n'est pas qu'une question de nostalgie. Même certains capteurs numériques anciens, comme les fameux CCD des premiers réflexes, les compacts experts, retrouvent aujourd'hui une place de choix parmi les passionnés. Pourquoi? Parce que leur rendu imparfait, leur manière particulière de capturer la lumière, apporte une texture, une ambiance que les capteurs modernes ultra précis et parfois trop lisses ont du mal à restituer. Accepter l'imperfection, c'est comprendre que c'est elle qui donne du caractère à une image, à une musique, à une œuvre. C'est elle qui inscrit un travail dans une véritable démarche personnelle. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. L'imperfection est une signature. Dans le monde de la photographie, ce sont souvent les images les plus imparfaites qui marquent les esprits. Antoine Dagata, par exemple, s'appuie sur du flou et du grain pour créer des images brutes, viscérales, qui traduisent une émotion immédiate plutôt qu'une maîtrise technique rigide. C'est un langage photographique qui bouscule les conventions et qui s'éloigne du culte du parfait, omniprésent sur les réseaux sociaux et dans les galeries d'images grand public comme Yellow Corner pour ne pas les citer. D'ailleurs, cette quête de l'imperfection, elle n'est pas nouvelle, là, elle revient depuis quelques temps. Lors des derniers Jeux Olympiques, le flou est devenu un outil esthétique recherché, utilisé pour traduire la vitesse et l'énergie des athlètes. Comme l'expliquait Julia dans sa vidéo sur l'impressionnisme en photo, ça va apparaître quelque part, cette approche n'a rien d'un défaut. Elle est une réinterprétation du mouvement, une manière de raconter autrement. L'imperfection, qu'elle soit volontaire ou accidentelle, apporte une dimension humaine à une image. Un grain trop prononcé, une mise au point approximative, une lumière incertaine, autant d'éléments que nous avons appris à fuir, alors qu'ils peuvent être au contraire une signature d'un regard, d'une intention. C'est d'ailleurs ce qu'explore Pauline Martin dans son livre Sur le flou, qui est ici et qui est très chouette si vous n'avez pas eu l'occasion de mettre la main dessus encore. Dedans, elle retrace l'histoire du flou en photographie et montre comment, selon les époques, il a été tantôt perçu comme un défaut et tantôt comme une véritable expression artistique. Les œuvres analysées dans cet ouvrage démontrent que le flou a su traverser les pratiques amateurs, scientifiques et artistiques, devenant parfois un langage visuel à part entière. L'enjeu n'est donc pas d'éviter ces imperfections, mais de les comprendre et de les intégrer à nos démarches créatives. Et le flou n'est qu'un aspect de ce que l'on pourrait considérer comme imparfait en photo. Je vous propose un exercice d'ailleurs, vous pouvez jouer en commentaire. Vous faites la liste de tout ce que l'on pourrait considérer comme imparfait en photo, du moins à votre avis, et vous voyez comment cela pourrait être exploité de façon créative. Le vignettage, la surexposition, un cadrage bancal, des reflets inattendus, un sujet coupé, tant d'éléments que l'on a tendance à éviter alors qu'ils pourraient être la clé d'une esthétique singulière. Deuxième partie, l'expérimentation avant la perfection. La photographie, la peinture, la musique, l'écriture, ce ne sont pas juste des techniques à maîtriser. Ce sont des processus vivants qui nécessitent une démarche de recherche permanente. Expérimenter, c'est tester des choses, se libérer des carcans techniques et esthétiques que l'on s'impose parfois soi-même. Il suffit de regarder des photographes comme ceux du mouvement Provoque, par exemple Daido Moriyama, Yutaka Takanashi ou Takuma Nakahira, qui ont fait exploser les codes de la photographie classique avec des images contrastées, brutales, où l'accident est revendiqué comme un langage. Ils ne cherchaient pas une exécution parfaite, mais une immersion sensorielle, une retranscription viscérale du réel. Souvent, nos blocages en photographie sont plus psychologiques que techniques. On s'imagine qu'on ne peut pas photographier un sujet parce qu'on ne l'a jamais fait, ou qu'un matériel précis est nécessaire pour produire une bonne image. Moi-même, j'ai longtemps eu du mal à utiliser mon téléphone comme appareil photo, alors qu'il est ultra performant et capable de produire des images incroyables. Pourquoi? Parce que dans mon esprit,
Un vrai appareil photo devrait être un boîtier dédié, un objet pensé et qui produit du RAW avec un vrai capteur. Alors que je sais très bien que c'est idiot, je pourrais faire plein de choses avec mon téléphone, mais cette barrière, je l'ai construite moi-même. Et aussi, il faut l'avouer, c'est vrai, c'est que j'aime pas le côté distrayant. C'est-à-dire, je l'ouvre pour faire des photos, mais 2 secondes après, je fais autre chose. C'est aussi pour ça que j'évite de m'en servir comme dans un outil créatif. Je me dis que si j'étais menuisier et qu'on marteau se mettait à chanter la cucaracha à chaque fois que je tapais un clou, peut-être que j'en utiliserais un autre. Mais encore une fois, c'est des limites que je m'impose à moi-même et qui n'ont pas d'universalité ou de valeur pour vous particulièrement. En fait, l'expérimentation en photographie, c'est une forme de recherche personnelle. Et pour vous y mettre, je vous propose un exercice avec 5 niveaux de difficulté. On est parti. Alors, le premier niveau, c'est le niveau de base. Vous prenez un appareil photo que vous n'utilisez jamais, peu importe lequel, et vous faites une série de photos sans réfléchir au cadrage. Voilà, vous essayez d'enlever ça, d'enlever le carcan que vous avez en tête, et vous faites une série de photos comme ça. Le deuxième niveau, ce serait de comprendre. Il s'agirait d'analyser des images et identifier celles qui vous intriguent, même celles qui vous semblent ratées. À ce sujet, le livre « Pourquoi ceci n'est pas une photo ratée » de Jackie Higgins est une excellente référence. Il explore comment certaines images que l'on pourrait juger comme imparfaites sont en réalité des œuvres majeures de la photographie contemporaine, remettant en question nos critères d'évaluation visuelle. Troisième niveau, appliquer. Vous faites une série en vous imposant une contrainte et vous explorez une direction qui vous semble inhabituelle. Demandez-vous ce que vous évitez en photo et pourquoi. Est-ce un sujet particulier? Moi, ce serait le portrait, je pense. Une manière de composer, une lumière, un type de lumière particulier, etc. Puis, forcez-vous à y aller pleinement, à vous immerger dedans, sans chercher de résultats immédiats. Cherchez ce qui vous met mal à l'aise, ce que vous trouvez hors cadre dans votre pratique habituelle, et voyez comment cela peut enrichir votre regard. Quatrième niveau serait d'analyser, de comparer les résultats de l'expérience précédente et d'identifier ce qui fonctionne le mieux et pourquoi. Et la dernière étape, ce serait de créer. À partir de toutes ces explorations, vous développez une série cohérente en intégrant volontairement un aspect imparfait comme un élément narratif. Dernière partie, l'imperfection comme récit. L'imperfection ne se limite pas à une simple caractéristique esthétique. Elle participe pleinement à la narration d'une image. Une photo imparfaite peut raconter une histoire que la perfection technique ne saurait capturer. Mais attention, l'imperfection n'est pas une fin en soi. À force d'être systématisée, elle peut devenir un simple gimmick visuel, un effet sans substance. On l'a vu récemment lors des Jeux Olympiques où l'effet de flou a été surexploité, parfois sans véritable justification, autre que le fait de surfer sur une tendance. L'important, c'est de donner du sens à ce choix. Je prends un exemple personnel, Noctabilia, mon projet photographique sur la nuit, était centré sur une expérience personnelle, une errance nocturne et introspective. Certaines images sont volontairement cracra, marquée par des imperfections qui reflètent l'état d'esprit du moment. La photo de couverture, celle qui était sur les affiches de l'expo, par exemple une tache sur le négatif, un défaut technique évident. Mais ce défaut raconte quelque chose, l'accident fait partie intégrante du processus, et loin de l'effacer, j'ai choisi de l'assumer. L'imperfection doit toujours être au service d'un propos, elle doit résonner avec l'intention du photographe, et non être appliquée mécaniquement. Elle n'est pas un raccourci pour compenser un manque de vision, mais un outil puissant lorsqu'elle est utilisée avec justesse. Et pour conclure cette vidéo, je vous invite à rater vos images. Voilà, ça change de ce que vous devez voir sur YouTube. Bienvenue chez Bibi. Finalement, il ne s'agit pas seulement d'accepter l'imperfection, mais d'apprendre à la rechercher, à l'exploiter, à la revendiquer. Laissez tomber l'obsession du cliché parfait, ratez vos images, non pas par négligence, mais parce que c'est dans l'accident, dans l'inattendu, que réside l'essence même de la photographie. Alors la prochaine fois que vous déclenchez, ne vous demandez pas si votre photo est techniquement parfaite, demandez-vous plutôt si elle vous parle, si elle porte une émotion, si elle raconte quelque chose d'unique. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager, et surtout continuez à créer, à expérimenter et à rater vos images. Les imperfections de la matière sont ce qui donne de la profondeur aux images. Avant de vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a un livre gratuit qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo qui vous donnera d'autres pistes à explorer que l'imperfection qu'on vient de voir là. Je vous invite à le lire, vous n'allez pas vous prendre 1000 ans non plus, mais ça pourra vous être très utile. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Et je précise que le tournage de cette vidéo a été atroce parce que j'étais malade à crever. J'ai pas dormi la nuit dernière et mon prompteur m'a sauvé. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, que ça s'est pas entendu, et j'espère aussi que je serai plus en forme dans 15 jours pour la prochaine. Salut!